Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Je ne sais pas si ça marche, les douleurs. C'est la première fois. Ça va? Là, ça marche, hein. Ça marche en minute, non, c'est bon. Bonjour, vous nous entendez? Vous nous envoyez un message, s'il vous plaît, si vous nous entendez.
peux lui dire ce que tu veux maintenant. D'accord. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Alors, bonjour tout le monde. On va tenter une première expérience, hein, c'est celle de l'enseignement à distance. C'est la première fois qu'on fait ça. J'espère que ça va bien se passer. Alors, je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur une question qui est importante pour les ORL, et en particulier dans le domaine de la rhinologie, c'est-à-dire les maladies des fosses nasales et des sinus. C'est un grand problème en ORL parce que d'abord, c'est une urgence, c'est très fréquent, on voit ça tous les jours. Très souvent, c'est bénin, mais parfois, ça peut prendre un caractère gravissime, voire mortel. Donc, il faut bien prendre en considération certains paramètres, n'est-ce pas? Et comme ça, on saura prendre en charge cette pathologie. Alors, je vous présente le plan. Vous avez un plan classique, hein, pédagogique, l'introduction, la définition, la vascularisation des fosses nasales, les 3 phases de diagnostic, positif, différentiel, de gravité, diagnostic étiologique et enfin, une approche un petit peu plus pratique, c'est-à-dire les modalités de prise en charge, comment on prend en charge une épistaxis. Alors, les objectifs pédagogiques, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends de vous une fois ce cours terminé. Bon, premièrement, il faudra savoir suspecter le siège d'une épistaxis, c'est-à-dire par l'interrogatoire, par l'examen clinique. Il faut essayer d'identifier un petit peu la partie dans la fosse nasale qui est en train de saigner. C'est très important parce que ça appelle à des réflexions diagnostiques, ça appelle également à certains gestes thérapeutiques. On apprécie également le retentissement général, c'est capital aussi, parce que de là va découler un certain nombre de conduites pratiques. Faut-il ou pas hospitaliser le malade? Faut-il ou pas prescrire par exemple une transfusion sanguine ou bien une thérapeutique hémostatique un petit peu particulière? Le deuxième objectif, c'est de connaître le principe des gestes d'hémostase, c'est-à-dire comment on fait l'hémostase au cours d'une épistaxis. C'est une démarche un petit peu graduelle qui va du plus simple vers le plus compliqué. Et enfin, rechercher la cause parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que l'épistaxis est un symptôme, ce n'est pas une maladie. Donc, quand on saigne, on arrête le saignement, donc on lève l'urgence au début, mais on doit faire une recherche étiologique qui peut être locale, et ça va relever de l'ORL, ou bien générale, et dans ce cas, on va confier notre patient à un interniste, à un collègue hémato, etc., etc. Donc, comme je vous l'ai dit au début, c'est une urgence médico-chirurgicale. Elle est fréquente. À peu près, on considère que 60% de la population générale a fait, est en train de faire, ou bien fera une épistaxis. Et que 10% constituent des formes graves. Quand on dit des formes graves, ça veut dire que ça relève d'une prise en charge très spécialisée et probablement de techniques thérapeutiques de prise en charge assez spécifiques. Elle est le plus souvent bénigne, on vient de le dire, donc très souvent c'est bénin, mais ceci dit, cette bénignité est relative parce que on peut rapidement avoir une bascule, on peut rapidement avoir une transition vers une forme grave, soit par l'abondance, c'est-à-dire un saignement d'emblée très important en quantité, soit la répétition, c'est-à-dire un patient
qui saigne de façon répétée. Chaque 2-3 jours, il perd 50 cc. Chaque 2-3 jours, il perd 50 cc. Au terme de tout ça, si on fait le calcul de toutes ces pertes sanguines, on va se retrouver avec un saignement important qui peut dépasser 500 voire 600 cc. Donc, c'est soit l'abondance, critère de gravité par excellence, mais soit également la répétition, les saignements à répétition. Bien entendu, l'enquête étiologique, elle est basique, hein, elle repose sur un examen clinique, une anamnèse, une endoscopie. Il faut aller voir les fosses nasales, il faut aller voir le cavum pour essayer de trouver une explication à cette épistaxis, pour rechercher une étiologie. Donc, la conduite en pratique, c'est toujours le même principe. Vous avez un trépied, appréciez le retentissement, réalisez l'hémostase et enfin l'enquête étiologique. Définition, une épistaxis, donc c'est une hémorragie des cavités nasales, des sinus ou bien du nasopharynx. Donc ça provient soit du nez, soit des sinus, soit du cavum, et elle peut être extériorisée soit par voie antérieure, par les narines, soit par voie postérieure, cavité buccale, ou bien les deux à la fois. Voilà, ça constitue à peu près 12% des urgences en ORL. Alors, pour comprendre l'importance, la fréquence, la gravité des épistaxis, il faut se rappeler un petit peu la vascularisation des fosses nasales. C'est une vascularisation qui est très riche, très importante, et elle découle de considérations embryologiques et phylogénétiques. Les fosses nasales reçoivent une double vascularisation du système carotidien externe et du système carotidien interne. La prédominance, bien sûr, elle est assurée par la carotide externe, qui va donner comme branche terminale l'artère maxillaire interne, elle-même qui va se terminer, une fois dépassé le trou sphénopalatin, par l'artère sphénopalatine. Donc, en définitive, l'artère sphénopalatine assure la majorité de la vascularisation des fosses nasales. L'artère faciale contribue également. La carotide interne, c'est moins important comme élément de vascularisation. C'est surtout par les deux artères ethmoïdales, antérieures, postérieures, qui sont elles-mêmes branches de l'artère ophtalmique. Il ne faut pas oublier aussi le réseau anastomotique, c'est très important. Il y a une anastomose entre la carotide externe et la carotide interne, ce qui explique un petit peu certaines difficultés lors de faire l'hémostase, ce qui explique certaines récidives après certains gestes euh, particuliers de ligature ou bien d'embolisation. Vous avez ici un schéma de la vascularisation. Vous voyez très bien les artères ethmoïdales antérieures, postérieures, hein, qui assurent la vascularisation de la partie haute des cavités nasales, n'est-ce pas? Et cette espèce d'arborisation qui, une fois anastomosée avec l'artère sphénopalatine, va donner au niveau de la partie antéro-inférieure une zone, on appelle ça le plexus de Kisselbach ou bien la tache vasculaire. Donc, c'est une anastomose, c'est un réseau anastomotique entre les ethmoïdales, la sphénopalatine, l'artère grande palatine et l'artère labiale supérieure. Toutes ces artérioles vont constituer ici un réseau, hein, un réseau vasculaire anastomotique, la tache vasculaire, qui est le siège le plus fréquent de saignement. Vous avez ici une coupe cadavérique, donc sur une dissection cadavérique après injection, on voit très bien ici, n'est-ce pas, l'importance de l'arborisation vasculaire au niveau de la paroi septale et ce réseau anastomotique très important au niveau de la tache vasculaire. D'un point de vue endoscopique, donc si on fait un petit peu d'anatomie endoscopique, vous voyez ici l'endoscopie des fosses nasales, et là, vous voyez ces espèces de télangiectasie, ces espèces de capillaires apparents sous muqueux, hein, au niveau de la partie antéro-inférieure, c'est la tache vasculaire. Et également, si on va vers la partie postérieure de la fosse nasale, on a aussi un plexus, des capillaires qui sont plus ou moins apparents, et ça constitue le plexus de Wardroof. Donc, rappelez-vous qu'il y a deux plexus au niveau des fosses nasales, un plexus anastomotique antérieur, la tache de Kisselbach, un plexus anastomotique postérieur, le Wardroof. Il y a, pour des raisons, si vous voulez, un petit peu académiques, il y a plusieurs classifications. Par exemple, ici, c'est une classification qui est en fonction du site hémorragique. Donc, l'hémorragie peut provenir de la paroi antérieure, hein, elle peut provenir des parties, la paroi supérieure, surtout les artères ethmoïdales, de la partie inférieure si c'est la grande palatine, ou bien c'est un saignement très postérieur des cavités nasales à partir de l'artère sphénopalatine. Diagnostic positif. Comment reconnaître une épistaxis? C'est très simple. Il y a classiquement deux tableaux. Une épistaxis bénigne
avec un écoulement de sang rouge unilatéral, antérieur, donc extériorisé uniquement par les narines, très peu abondant. Le saignement s'arrête spontanément en général à la maison avant que le patient arrive aux urgences. Par simple compression. L'état général, il est très satisfaisant. L'examen ORL après mouchage ou aspiration, l'endoscopie ou bien la rhinoscopie va montrer un saignement au niveau de la tache vasculaire. L'épistaxis abondante, par contre, là, c'est un problème de quantité, si vous voulez. Et dans ce cas, le saignement, il est bilatéral, donc des deux côtés, fosse nasale droite et gauche. Et l'extériorisation, elle est à la fois antérieure par les fosses nasales et postérieure par le cavum. L'examen, il est souvent difficile parce que ça saigne un peu de partout. La localisation du saignement également, elle est difficile. Très souvent, si on nappe, c'est diffus et c'est très postérieur. Et dans cette deuxième variante, il existe manifestement un retentissement sur l'état général. Voici un petit peu, si vous voulez, votre carnet de conduite. Hein. On pratique l'anamnèse, elle est très importante. Alors, on va rechercher surtout des comorbidités. Hein. Si le patient est porteur d'une hypertension, d'un diabète, s'il est sous traitements anticoagulants, sous antiagrégants plaquettaires, ça permet d'expliquer un certain nombre de problèmes. S'il est suivi pour une hémopathie, etc., etc. Quelques informations en rapport avec l'épisode actuel. Le mode de début, est-ce que c'est brutal, c'est progressif, la durée, est-ce qu'il a saigné beaucoup, modérément, les circonstances déclenchantes, après traumatisme, après un rhume, après une prise médicamenteuse, et la quantité approximative de sang perdu. Alors là, c'est un élément absolument subjectif et très souvent, le patient a tendance à exagérer un petit peu ce paramètre. C'est tout à fait normal parce qu'il ne faut pas oublier que l'épistaxis, elle est très souvent associée à une note anxiogène très importante, c'est-à-dire quelqu'un qui saigne, il est anxieux, il est stressé parce qu'il a cette sensation de danger, de mort apparente qui est là. Donc, on fait un examen général, bien sûr, pour apprécier un petit peu le retentissement. L'examen ORL, il est capital quand c'est possible, quand l'état du patient le permet. C'est toujours l'examen des fosses nasales. C'est toujours pour aller voir le site du saignement. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de pratiquer les gestes d'hémostase un peu précis. Le bilan, bien sûr, le groupage, on a besoin du groupage parfois pour une transfusion. Évaluer un petit peu les éléments de la numération formule sanguine pour avoir aussi quelques éléments plus ou moins objectifs de cette spoliation sanguine. Et le bilan d'hémostase, c'est très important. Alors là, ce n'est pas uniquement le bilan classique qu'on connaît, c'est-à-dire le temps de saignement, le temps de coagulation, etc. Mais là, dans certains cas bien particuliers, il faut confier notre patient à l'hémato et c'est lui qui va donc faire les examens nécessaires. Le diagnostic de gravité, ça aussi c'est un élément important parce que les décisions thérapeutiques et de conduite à tenir vont dépendre de ça, hein, si c'est une épistaxie grave ou pas. Malheureusement, il y a beaucoup de critères et d'éléments subjectifs, donc il y a très peu d'éléments objectifs et reproductibles. Vous avez ici une première appréciation. Par exemple, une épistaxie est considérée comme légère si la quantité de sang en 10 minutes perdue est entre 10 à 100 cc. Mais là, l'évaluation, elle est un peu difficile hein, pour 10 à 100 cc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le patient a tendance très souvent à majorer un petit peu cette perte sanguine. Elle est abondante si c'est entre 250 et 400 en 30 minutes. Elle est grave s'il y a eu une perte entre 500 et 1000 cc avec très souvent des signes de choc associés. Il y a d'autres critères, c'est selon l'abondance, la répétition, le terrain. Par exemple, une épistaxis qui survient chez un insuffisant coronarien, c'est considéré comme grave. Quelqu'un qui a une cardiomyopathie, etc., c'est considéré comme grave et très souvent, il faut hospitaliser ces patients parce qu'on risque une décompensation très rapide de leur pathologie. Les critères de Pritkin, c'est des critères classiques de la littérature. Voilà, il a énuméré un certain nombre d'éléments décisionnels. Par exemple, une hémorragie qui dépasse 1500 cc, une hémoglobine inférieure à 8 et surtout une hémorragie qui est récidive 3 jours après un tamponnement antérieur et postérieur, c'est-à-dire vous faites une bonne hémostase à votre patient et ça récidive quand même après 3 jours, ou bien après embolisation. Donc, vous faites une hémostase spécialisée et il récidive, c'est considéré comme un critère de gravité. Le diagnostic différentiel,
Parfois, il y a des pièges qu'il faudra savoir détourner par l'anamnèse, par
Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous arrivez à voir les planches là? Non. D'accord. On va arranger ça. Bon, c'est des problèmes techniques qui arrivent comme ça de temps en temps. C'est la connexion apparemment qui est très instable. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Vous avez les planches ou pas? Les planches? Oui. Et les planches, est-ce que vous arrivez? Non. Oui, d'accord. D'accord, on va arranger ça. C'est un problème de coupure hein, de temps en temps. Je vais continuer à parler quand même en attendant. Hein, en attendant. Donc là, je suis arrivé aux causes générales. Ils sont en train d'arranger ça. Hein. Patientez, Barka, s'il vous plaît, ça va s'arranger. Est-ce que c'est bon là? Donc, je parlais tout à l'heure du diabète, n'est-ce pas? Le diabète, c'est une cause très importante d'épistaxis parce que vous avez cette capillarite. Hein, le diabète va altérer les capillaires très fins des fosses nasales et c'est des patients qui saignent comme ça de façon répétée. Le scorbut, c'est vrai qu'il faut y penser. C'est pas une étiologie assez fréquente. Un déficit en vitamine C. Là, il faut voir surtout le régime alimentaire, le mode d'exposition, etc., la profession et les professions confinées. Tout ça constitue un facteur qui favorise le développement du scorbut. Je vous rappelle qu'on insiste très souvent actuellement dans la littérature moderne sur la recrudescence du scorbut. Donc, on voit de plus en plus de cas de scorbut actuellement dans la littérature. Et vous avez la pathologie vasculotensionnelle la plus fréquente, soit l'hypertension, l'athéromatose et l'insuffisance rénale. Alors, les troubles, les troubles de la crasse sanguine, les troubles de la crasse sanguine, les traitements anticoagulants, alors là, c'est des étiologies très pourvoyeuses d'épistaxis. Il faut systématiquement demander aux patients s'ils prennent des anticoagulants, des antiagrégants, Excusez-moi. etc. Parce que si on a cette notion, tout le Allô? reste va en découler. Allô? C'est très souvent simple. Il y a des matériaux un Allô? petit peu particuliers qu'on va utiliser, tels que les mèches non résorbables. On collabore Allô? avec le cardiologue pour régler un Allô? petit peu l'INR, Allô? la coagulabilité du sang, etc. Et le saignement va s'arrêter. Donc ça, c'est des notions très importantes. Euh, il y a également ce qu'on appelle la maladie de Randy-Osler. Je voudrais faire ici une petite parenthèse sur cette pathologie. C'est vrai qu'elle n'est pas fréquente, la maladie de Randy-Osler, mais elle est pernicieuse, c'est-à-dire on peut se tromper facilement, on peut ne pas prendre acte de ce diagnostic facilement. Ça se manifeste par des angiomes multiples. Hein, par définition, la maladie de Randy-Osler, la télangiectasie cutanéo-muqueuse, c'est des patients qui ont des angiomes multiples. Regardez ici cette iconographie. Voilà, vous pouvez avoir ici uniquement un angiome ici. Là, ça n'attire pas l'attention. Hein, mais si on fait une synthèse avec l'épistaxis, avec la présence d'angiomes au niveau des lèvres, au niveau des paumes des mains, etc., on peut faire les diagnostics. Mais si on se limite à voir uniquement cet angiome, on peut passer à côté. Regardez ici les fosses nasales. Il y a des angiomes multiples. Hein, regardez ici ces taches rouges là, éparpillées au niveau du septum nasal, au niveau de la paroi externe. Tout ça, c'est presque pathognomonique. Si vous voyez ça, ça veut dire que vous êtes en face d'une maladie de Randy-Osler potentielle. Regardez ici, c'est plus parlant. Hein, il y a plusieurs angiomes un peu partout. Et ici, au niveau des lèvres. Il y a des critères diagnostiques, bien sûr. Une fois que vous avez suspecté la maladie, vous devez revenir au grading diagnostic de Cru-Arrow et vérifier les critères diagnostiques si votre malade obéit à ces critères. Enfin, vous avez l'épistaxis essentielle.
Alors là, je vous rappelle que c'est un diagnostic d'élimination, n'est-ce pas? On doit éliminer toutes les autres étiologies, en particulier les cancers, avant de garder ce diagnostic. En plus, c'est un chapitre, si vous voulez, intermédiaire, transitoire. Donc, on met dedans tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer, hein, tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer comme étiologie, on les met dans ce chapitre d'épistaxis essentielle en attendant qu'il y ait un jour un diagnostic qui va apparaître. Donc, vérifier s'il n'y a rien, on place ce cadre nosologique d'épistaxis essentiel. Quelques exemples ici de télangiectasie capillaire, hein, vous voyez ici au niveau de la tâche vasculaire. Le traitement. Alors, le traitement, vous avez si vous voulez, les gestes de premier secours. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est du secourisme à la limite. Quelqu'un qui saigne, il y a deux réflexes. Le premier, c'est qu'il va baisser sa tête en avant pour que le saignement ne passe pas dans les voies respiratoires. Donc, il va baisser par réflexe, comme ça, par acte réflexe, la tête en avant et il va pincer les narines. Voilà. Le pincement de narines, justement, c'est une méthode d'hémostase parce que ça va permettre de comprimer les deux taches vasculaires. Si vous avez un saignement ici au niveau des deux taches vasculaires, le fait de pratiquer un pincement des deux narines, vous allez stopper l'hémorragie. La prise en charge, Professeur, bien sûr, il y a des mesures générales. On doit faire le tri parmi les malades qu'on voit. Quels sont les malades qu'on va hospitaliser? professeur, s'il vous Citer plaît, on quelques ne voit pas exemples. l'image. Saignement important, saignement qui survient sur une comorbidité, une insuffisance cardiaque, etc. Une personne âgée, hein, quelqu'un qui a 80 ans, 82 ans, 85 ans, là, il faut l'hospitaliser parce qu'on craint qu'il ne puisse respecter chez lui les consignes médicales parce qu'il est seul, parce qu'il est dépendant, etc., etc. On place une voie veineuse, on fait un contrôle de la pression artérielle, un ECG à la demande et un bilan biologique. Alors, deuxièmement, on va passer au traitement. Alors, regardez bien ce terme qui est très important, c'est l'escalade thérapeutique. Quand on dit escalade, c'est-à-dire qu'on passe du plus simple vers le plus compliqué. C'est toujours comme ça les épistaxis. On commence par le geste le plus simple et on termine par celui le plus compliqué. C'est toujours comme ça. Le plus simple, c'est la compression bidigitale. Ça, c'est le patient le pratique lui-même, hein. Il arrive aux urgences en courant, etc. et en pinçant en même temps ses narines. Et très souvent, quand il arrive aux urgences, cette compression, elle était tellement efficace qu'il ne saigne plus. Si cette méthode ne marche pas, c'est-à-dire vous allez pincer le nez de votre patient pendant 10 minutes, ensuite vous lâchez. Si le saignement reprend, on va passer au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est le tamponnement vestibulaire, c'est-à-dire on va placer une mèche, n'est-ce pas? On va passer une mèche au niveau des cavités nasales, des deux tiers antérieurs, à la demande du tiers postérieur. Une alternative à tout ça, ce sont les sondes à ballonner. Regardez ici, vous avez un tamponnement antérieur par une mèche en accordéon, un tamponnement postérieur, une mèche qu'on place au niveau du cavum. Alors ça, c'est l'idéal. Si vous avez les sondes à ballonner, avec une partie qui va être placée en postérieur, elle va assurer le tamponnement postérieur, et une partie au niveau des fosses nasales. Si ça ne marche pas, on va passer à l'hémostase régionale, c'est-à-dire on va s'intéresser au vaisseau qui assure, qui assure la vascularisation des fosses nasales. Et pour cela, nous avons deux moyens. Soit on fait une embolisation. Une embolisation, l'équivalent, c'est une ligature vasculaire, mais par voie endovasculaire. On passe par l'intérieur du vaisseau. On va placer un ballonnet à l'intérieur du vaisseau pour faire cette hémostase. Et les ligatures, ce sont des ligatures chirurgicales externes par du fil. Voici un exemple d'embolisation. Vous avez ici un anévrisme qui saigne, n'est-ce pas? Et on fait une artérioscopie.